dernier équivalent possible du devoir pour le maintien de la moralité. Chapitre 1er. Quatrième équivalent du devoir tiré des plaisirs du risque et de la lutte. 1. Le problème. Rappelons le problème capital qui se pose devant toute morale exclusivement scientifique. Jusqu'où la conscience réfléchie peut-elle se sentir liée par une impulsion, par une pression intérieure qui n'a, par hypothèse, qu'un caractère naturel, non mystique, ni même métaphysique, et qui de plus n'est complété par la perspective d'aucune sanction extrasociale. Dans quelle mesure la conscience réfléchie doit-elle rationnellement obéir à une obligation de ce genre? Une morale positive et scientifique, avons-nous dit, ne peut faire à l'individu que ce commandement: développe ta vie dans toutes les directions, sois un individu aussi riche que possible en énergie intensive et extensive. Pour cela, sois l'être le plus social et le plus sociable. Au nom de cette règle générale qui est l'équivalent scientifique de l'impératif, une morale positive peut s'inscrire à l'individu certains sacrifices partiels et mesurés. Elle peut formuler toute la série des devoirs moyens entre lesquels se trouve renfermée la vie ordinaire. Dans tout cela, bien entendu, rien de catégorique, d'absolu, mais d'excellents conseils hypothétiques. Si tu poursuis ce but, la plus haute intensité de ta vie, fais cela. En somme, c'est une bonne morale moyenne. Comment cette morale s'y prendra-t-elle pour obtenir de l'individu en certains cas un sacrifice définitif, non plus seulement partiel et provisoire? La charité nous pousse à oublier ce qu'a donné notre main droite, rien de mieux, mais la raison nous conseille de bien surveiller ce qu'elle donne. Les instincts altruistes invoqués par l'école anglaise sont susceptibles de toutes sortes de restrictions et d'altérations. S'appuyer seulement sur eux pour demander le désintéressement, c'est introduire une sorte de lutte entre eux et les penchants égoïstes. Or, les derniers sont sûrs de l'emporter sur le plus grand nombre, parce qu'ils ont une racine visible et tangible, tandis que les autres apparaissent pour la raison individuelle comme le résultat d'influences héréditaires par lesquelles la race cherche à duper l'individu. Le raisonnement égoïste est toujours prêt à intervenir pour paralyser les premiers mouvements spontanés de l'instinct social. Le rôle des centres nerveux supérieurs est en effet de modérer l'action des centres inférieurs, de régler les mouvements instinctifs. Si je marche sur un sentier de montagne avec un abîme à côté de moi, et qu'un bruit ou une crainte soudaine me fasse tressaillir, la simple action réflexe me portera à me rejeter de côté. Mais alors la raison modérera mon mouvement en m'avertissant qu'il y a un précipice près de moi. L'hédoniste se trouve dans une situation un peu analogue quand il s'agit de se jeter en aveugle dans quelque dévouement. Le rôle de la raison est de lui montrer l'abîme, d'empêcher qu'il ne s'y lance à la légère sous l'impulsion du premier mouvement instinctif. Et l'action inhibitrice de la raison sera dans ce cas aussi logique, aussi puissante à l'égard des penchants altruistes qu'elle peut l'être à l'égard de la simple action réflexe. C'est ce que nous avons objecté ailleurs à l'école anglaise. Le moi et le non-moi sont donc en présence. Ils semblent en fait deux valeurs sans commune mesure. Il y a dans le moi quelque chose de sui generis, d'irréductible. Si le monde est, pour l'hédoniste, quantitativement supérieur à son moi doit lui paraître toujours qualitativement supérieur au monde, la qualité étant pour lui dans la jouissance. Je suis, dit-il, et vous n'êtes pour moi, qu'en tant que j'existe et que je maintiens mon existence. Tel est le principe qui domine à la fois la raison et le sens. Aussi longtemps donc qu'on s'en tient à l'hédonisme, on ne peut logiquement être obligé à se désintéresser de soi. Or, l'hédonisme, en son principe fondamental, qui est la conservation obstinée du moi, est irréfutable du point de vue des faits. Seule l'hypothèse métaphysique peut tenter de faire franchir à la volonté le passage du moi au non-moi. Au point de vue positif et abstraction faite de toute hypothèse, le problème que nous avons posé tout à l'heure semble au premier abord théoriquement insoluble. Et pourtant, ce problème peut recevoir une solution au moins approximative dans la pratique. 2. Quatrième équivalent du devoir, tiré du plaisir, du risque et de la lutte. Il est rare que les sacrifices définitifs se présentent dans la vie comme certains. Le soldat, par exemple, n'est pas certain, loin de là, de tomber dans la mêlée. Il n'y a ici qu'une simple possibilité. En d'autres termes, il y a danger. Or, il faut voir si le danger même, indépendamment de toute idée d'obligation
morale n'est pas un milieu utile au développement de la vie même, un excitant puissant de toutes les facultés capable de les porter à leur maximum d'énergie et capable aussi de produire un maximum de plaisir. L'humanité primitive a vécu au milieu du danger. Il doit donc se retrouver encore aujourd'hui chez beaucoup d'hommes une prédisposition naturelle à l'affronter. Le danger était pour ainsi dire le jeu des hommes primitifs, comme le jeu est aujourd'hui pour beaucoup de gens une sorte de simulacre du danger. Ce goût du péril affronté pour lui-même se rencontre jusque chez les animaux. Nous trouvons à ce sujet un récit curieux d'un voyageur au Cambodge. Une troupe de singes vient-elle à s'apercevoir d'un crocodile, le corps enfoncé dans l'eau, la gueule grande ouverte afin de saisir ce qui passera à sa portée. Ils semblent se concerter, s'approchent peu à peu et commencent leur jeu tour à tour, acteurs et spectateurs. Un des plus agiles ou des plus imprudents arrive de branche en branche jusqu'à une distance respectueuse du crocodile, se suspend par une patte et avec la dextérité de sa race s'avance, se retire, tantôt allongeant un coup de patte à son adversaire, tantôt feignant seulement de le frapper. D'autres, amusés par ce jeu, veulent se mettre de la partie, mais les autres branches étant trop élevées, ils forment la chaîne en se tenant les uns et les autres suspendus par les pattes. Ils se balancent ainsi tandis que celui qui se trouve le plus rapproché de l'animal, amphibie, le tourmente de son mieux. Parfois la terrible mâchoire se referme, laissant saisir l'audacieux singe. Ce sont alors des cris de joie et des gambades, et parfois aussi une patte est saisie dans l'étau, et le voltigeur est entraîné sous les eaux avec la promptitude de l'éclair. Toute la troupe se disperse alors en poussant des cris et des gémissements, ce qui ne les empêche pas de recommencer le même jeu quelques jours, peut-être même quelques heures après. Le plaisir du danger tient surtout au plaisir de la victoire. On aime à vaincre, même n'importe qui, même un animal. On aime à se prouver à soi-même sa supériorité. Un Anglais qui vint en Afrique dans le seul but de chasser, Baldwin, se posa un jour ce problème après avoir failli être terrassé par un lion. Pourquoi l'homme risque-t-il sa vie sans y avoir aucun intérêt? C'est une question que je n'essaierai pas de résoudre, répond-il. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on trouve dans la victoire une satisfaction intérieure qui vaut la peine de courir tous les risques, alors même qu'il n'y a personne pour y applaudir. Bien plus, même après avoir perdu l'espoir de vaincre, on s'opiniâtre dans la lutte. Quel que soit l'adversaire, tout combat dégénère en duel charné. Bombonnel, ayant roulé avec une panthère jusqu'au bord d'un ravin, retire sa tête de la gueule ouverte de l'animal et par un prodigieux effort le lance dans le ravin. Il se relève aveuglé, crachant une masse de sang, ne se rendant pas bien compte de sa situation. Il ne pense qu'une chose, c'est qu'il doit probablement mourir de ses blessures, et qu'avant de mourir, il veut se venger de la panthère. Je ne songe pas à mon mal, tout entier à la fureur qui me transporte. Je tire mon couteau de chasse, et ne sachant pas ce que la bête est devenue, je la cherche de tous côtés pour recommencer la lutte. C'est dans cette position que les Arabes me trouvèrent en arrivant. Ce besoin du danger et de la victoire qui entraîne le guerrier et le chasseur, on le retrouve chez le voyageur, chez le colon, chez l'ingénieur. Une fabrique française de dynamite envoya récemment un ingénieur à Panama. Il mourut en arrivant. Un autre ingénieur parti arriva à bon port, puis mourut 8 jours après. Un troisième s'est embarqué aussitôt. La plupart des professions, comme celle des médecins, fourniraient une foule d'exemples du même genre. L'attrait invincible de la mer est fait en grande partie du danger constant qu'elle présente. Elle tente successivement toutes les générations qui naissent sur ses bords. Et si le peuple anglais a acquis une intensité de vie et une force d'expansion telle qu'il s'est répandue sur le monde entier, on peut dire qu'il le doit à son éducation par la mer, c'est-à-dire à son éducation par le danger. Remarquons-le, le plaisir de la lutte se transforme sans disparaître, qu'il s'agisse de la lutte contre un être animé, guerre et chasse, ou de la lutte contre des obstacles visibles, mer, montagne, ou de la lutte contre des choses invisibles, maladies à guérir, difficultés de tout genre à vaincre. Toujours la lutte revêt le même caractère de duel passionné. En vérité, le médecin qui part pour le Sénégal est décidé à une sorte de duel avec la fièvre jaune. La lutte passe du domaine des choses physiques dans le domaine intellectuel sans rien perdre de son ardeur et de sa griserie. Elle peut passer aussi dans le domaine proprement moral. Il y a une lutte intérieure de la volonté contre les passions aussi captivantes que toute autre et où la victoire produit une joie infinie, bien comprise par notre Corneille. En somme, l'homme a besoin de se sentir grand, d'avoir par instant conscience de la sublimité de sa volonté. Cette conscience, il l'acquiert dans la lutte. Lutte contre soi et contre ses passions ou contre des obstacles matériels et intellectuels. Or, cette lutte pour satisfaire la raison doit avoir un but.
L'homme est un être trop rationnel pour approuver pleinement les singes du Cambodge jouant par plaisir avec la gueule des crocodiles, ou l'anglais Badouin gagnant pour chasser le centre de l'Afrique. L'ivresse du danger exige par moments en chacun de nous, même chez les plus timides, mais cet instinct du danger demande à être plus raisonnablement mis en œuvre. Quoique dans bien des cas, il n'y ait qu'une différence superficielle entre la témérité et le courage. Celui qui tombe par exemple pour sa patrie a conscience de ne pas avoir rempli une œuvre vaine. Le besoin du danger et de la lutte, à condition d'être aussi dirigé et utilisé par la raison, acquiert une importance morale d'autant plus grande que c'est l'un des rares instincts qui n'ont pas de direction fixe. Il peut être employé sans résistance à toutes les fins sociales. Il y avait donc dans le pari de Pascal un élément qu'il n'a pas mis en lumière. Il n'a guère vu que la crainte du risque, il n'a pas vu le plaisir du risque.